Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour mon premier point de marché de la semaine. Nous allons démarrer donc la première semaine du mois d'octobre et il est temps justement de faire un point sur les marchés actions, des marchés actions qui sont sous pression, vous le savez, depuis le début du mois de septembre. Et il y a un certain nombre d'éléments qui nous invitent à penser que le mois d'octobre pourrait être baissier justement pour ces marchés actions, en tout cas davantage baissier, à savoir la rupture d'un certain nombre de niveaux de support. On en parlera notamment du DAX qui rejoindra très probablement les 9000 points, mais aussi un focus plus important sur les marchés actions américains. L'euro-dollar 1,2660, c'est peut-être enfin le point du rebond technique, ce qui n'a pas été le cas des 1,2750 qui était finalement peut-être le niveau de prix trop évident. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le dollar américain reste haussier. Oui, il est haussier à moyen terme. Oui, il ira probablement plus haut d'ici la fin de l'année. Cependant, comme nous l'attendions d'ailleurs, la première quinzaine du mois d'octobre pourrait le voir enfin respirer. Et donc, euro-dollar capable de rebondir sur 1,2660 pour le moment. C'est un niveau qui tient depuis vendredi, depuis ce matin. Nous allons essayer d'envisager la suite des événements. On parlera aussi de l'indice SMI, on parlera bien sûr du DAX, du CAC, du DO, du SP500, d'un certain nombre d'indicateurs. Je reviendrai notamment sur les cours du WTI, du pétrole brut US, qui finalement a tenu quand même cette zone des 91-71-70. Et je pense que nous pourrions assister à une reprise en direction des 98 $. Enfin, qu'en est-il du yen ? Puisque nous avons eu vendredi dernier la publication des chiffres de l'inflation au Japon, avec un ralentissement de la croissance des prix, qui toujours laisse peut-être envisager de nouvelles mesures lancées par la Banque centrale du Japon, mais rien n'est acquis, sachant que y a un discours un peu opposé entre le gouvernement japonais et Monsieur Kuruda qui dirige la Banque centrale. En tout cas, nous reparlerons de manière générale de ces pairs en yens, et puis bien sûr la UDNZD, succès donc de notre stratégie de long terme, mais surtout l'USD-HKD. L'USD-HKD, je n'en dirai pas de mots, sachant que vous avez ce soir à 18 h une émission spéciale sur l'envolée de l'USD-HKD, et nous ferons notamment donc un point sur les événements qui se déroulent actuellement à Hong Kong. Alors, cet après-midi, il y a un calendrier économique américain qui est assez chargé. J'avais le choix, soit faire l'émission à 14h15, soit faire ce point de marché à 15h15. Mais il m'a semblé qu'il y avait davantage de statistiques rassemblées donc à 14h30, des statistiques qui concernent notamment la consommation des ménages. Consommation des ménages aux États-Unis, qui reste, d'ailleurs comme dans la plupart des pays occidentaux, l'élément central du niveau de la croissance économique. Croissance économique aux États-Unis qui, si l'on en croit les chiffres définitifs, en tout cas la seconde révision pour la croissance économique au second trimestre aux États-Unis, des chiffres qui ont été publiés vendredi dernier, eh bien, taux de croissance économique entre le deuxième trimestre et le premier trimestre de 4,6%. Et lorsqu'on décortique un peu ce chiffre, eh bien, on retrouve toujours une part dominante de la consommation des ménages, mais aussi les chiffres de l'investissement dans le secteur immobilier. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir, rappelez-vous, la semaine dernière avec des chiffres qui étaient plutôt favorables dans l'immobilier ancien. Et d'ailleurs, à 16 h tout à l'heure, nous aurons à nouveau des chiffres de vente dans l'immobilier, donc aux États-Unis, c'est à 16 h. Cependant, donc à 14h30, dépenses de consommation des ménages aux États-Unis, revenus personnels, dépenses personnelles. Nous avons aussi l'indice des prix PCE, donc c'est un indice qui est très suivi par la Fed. À 15 h, discours du président de la Réserve fédérale de Chicago. Donc voilà, il y a un certain nombre d'événements qui se passent entre 14 h et 15 h. Il m'a semblé donc intéressant de faire le point de marché sur ce créneau horaire-là. Alors, on va passer maintenant sur les actifs financiers. Avant de parler des indices boursiers, laissez-moi vous rappeler la trame de fond. En fait, ce qui finalement a plus ou moins créé tous les mouvements de marché depuis le mois de juillet, depuis le 1er juillet, c'est donc cette envolée haussière du dollar US que nous avons, vous le savez, bien accompagné. Bien sûr, échec de notre stratégie vendredi de vente de la résistance ici sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Cependant, cet indicateur ici me permet de vous remontrer que le surachat actuel sur le dollar US, en tout cas selon notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, est tout simplement inconnu. Cela fait maintenant, j'ai beau aller chercher au moins 12 ans auparavant, nous n'avons jamais atteint un tel niveau. Donc, à un moment ou à un autre, viendra une phase de respiration qui prendra simplement la forme d'un retour sur support, lesquels supports nous achèterons. Mais en tout cas, à court terme, il devient clairement compliqué d'envisager encore la poursuite de cette hausse en ligne droite. En tout cas, là, ça devient vraiment de l'ordre de l'improbable.
Donc voilà pour ce qui est du dollar US. Et autre élément qui me semble cette fois-ci intéressant sur l'euro-dollar. Alors j'avais pensé d'ailleurs comme beaucoup que les 1,2750, 1,28 créeraient une réaction. Et bon, on a eu une réaction quelques heures. Et finalement, ce niveau a été cassé. Maintenant, on retrouve un autre niveau d'importance, les 1,2660. Alors vous allez me dire, mais au fond, pourquoi croire davantage au 1,2660 alors qu'un 27,50 n'a pas fonctionné? Il est vrai qu'on a commencé, et en tout cas en ce qui concerne, à envisager la possibilité d'un rebond technique depuis les 1,2750. Bon, échec, c'est un fait. 1,2660 est un niveau horizontal, peut-être que le marché attendait moins, mais qui a une existence chartiste, comme vous le constatez ici, sur ce graphique en données hebdomadaires. Il s'agit en réalité du point d'accélération haussière ici en septembre 2012. Le vrai seuil qui, lorsqu'il avait été franchi, avait finalement interrompu cette jambe de baisse que j'ai lettrée A, dans le cadre d'un décompte héliotiste en place depuis les 1,60, structure corrective dédoublée assez classique, un ABC X, AB, et nous sommes dans cette grande C qui se terminera probablement sur 1,20 voire même plus bas. D'ailleurs, je vous remontrerai tout à l'heure ce que l'on appelle le Big Mac Index qui permet d'estimer la fair value d'une paire de devises sur le marché d'échange en tenant compte d'un panier de biens, de services selon les standards de la parité de pouvoir d'achat. Et actuellement, nous se situons à 1,10 sur cette paire euro-dollar. En tout cas, à court terme, 1,2660. Pour l'instant, crée une réaction sympathique. Reste qu'il va falloir s'affranchir de résistance pour confirmer. Confirmer quoi? Eh bien, la capacité pour ce marché d'aller chercher des résistances. Et notamment, donc, je m'intéresse à nouveau à cette paire euro-dollar sur un graphique peut-être un peu plus long terme. Je remonte ici à ce graphique en données mensuelles avec notamment, eh bien, selon cet indicateur technique Ishimoku, la Kijun ici, qui passe sur les 1,30 et le bas du nuage. Donc, si rebond technique il doit y avoir, ce sera bien sûr grand maximum en direction des 1,30, 1,31 dollars. À ce moment-là d'ailleurs, nous chercherons à le revendre à moyen terme pour viser les 1,20 dollars. Et nous chercherons bien sûr à ce moment-là à réacheter les supports. Donc, si j'essaye d'envisager le rythme de marché que pourrait avoir cette paire euro-dollar en octobre, eh bien, l'idée serait que 1,2660 génère une reprise, que le marché aille chercher entre 1,30 et 1,31 dollars, et puis reprenne le chemin de la baisse en direction donc des 1,20,40 dollars, 1,20 dollars. Donc voilà le principe, et donc on zoomera tout à l'heure bien sûr sur un graphique en données journalières pour envisager la suite des événements sur cette paire euro-dollar. D'autres choses qui me laissent aussi penser que, alors vous le savez, depuis mon retour de congé début septembre, j'ai défendu la baisse sur le marché action. Ce qui pour l'instant est juste puisque ce marché a fait ses points hauts au début du mois de septembre. Sauf que depuis nous sommes dans une phase de correction assez légère, mais finalement les résistances sont elles sont tout de suite vendues finalement par le marché. Alors ici ce que je vais vous montrer c'est quelque chose d'intéressant qui m'alerte pour le mois d'octobre. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ratio. Alors qu'est-ce que c'est un ratio? C'est une fraction. Vous savez tous ce qu'est une fraction. Un numérateur sur un dénominateur. Donc entre autres ici, le Dow Jones sur le SP500. Donc voilà à quoi je m'intéresse. Dow Jones sur SP500. Principe d'un ratio, c'est qu'il représente entre deux actifs financiers la force relative. Alors à ne pas confondre avec l'indicateur technique RSI, mais lorsque la courbe est descendante, cela signifie que le Dow Jones est moins performant que le SP500. Attention, cela ne veut pas dire que depuis 2012, 2011, le Dow a baissé. Non, il a monté moins vite, en termes relatifs, que le SP500. En clair, les moyennes capitalisations boursières ont été achetées davantage en termes de performance que ce qu'on appelle les blue chips, les plus grandes capitalisations boursières de la bourse de New York. Mais ce qui est intéressant à travers ce ratio, c'est qu'il permet de mesurer finalement la perception générale vis-à-vis des actions. Et ce que l'on observe, et c'est pourquoi il est considéré ce ratio comme un instrument pour juger du niveau de risque sur le marché, eh bien les phases verticales haussières témoignent tout simplement d'un arbitrage hyper défavorable aux petites et moyennes valeurs. Finalement, comme si la gestion action venait, pendant cette période de doute et de baisse du prix des actions, se réfugier sur les entreprises qui ne présentent pas de risque d'infrastructure, c'est-à-dire clairement on peut imaginer que les 40 valeurs du CAC ont plus de chances de résister à une grave crise que les PME. C'est le même principe ici entre Dow, SP et Russell 2000. En tout cas, ce que j'observe, c'est que j'ai à la fois un ratio Dow Jones SP500 qui est sur support, et d'autre part, j'ai sur le plan chartiste quelque chose qui me plaît.
un biseau descendant sur le ratio, un biseau ascendant sur l'indice Dow Jones. Donc, cela me laisse penser que devant nous, octobre, prochaine semaine, nous avons, tant que ce marché se maintient sous les 17 150 points, tant que ce marché se maintient finalement en dessous ici de cette résistance sur l'indice Dow Jones, les 17 350 points, pardon, une probabilité importante de résolution baissière de sa structure et de retour de ce marché en direction, dans un premier temps ici, des 15 400 points sur l'indice Dow Jones. Bon, de là à anticiper un mouvement de pullback sur ces 14 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ici quelque chose qui m'invite à vous recommander à nouveau d'éviter les achats sur ces marchés actions américains. Donc, vous avez la possibilité sur votre plateforme de construire exactement le même type de ratio et donc vous pourrez vérifier par vous-même. Alors après, il y a l'interprétation qu'on en fait, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant. J'ai pris le temps donc avant de lancer ce webinaire d'aller vous chercher cette page-là, donc qui vous permet en fait sur votre plateforme FXM MarketScope de l'installer. Voici le lien, je pense que vous pouvez d'ores et déjà le faire et puis donc tout simplement le suivre. Alors, j'ai déjà vu un certain nombre de messages, notamment dans ces points de marché, en faveur de ce ratio. Hein. Donc je pense que d'autres sont aussi au courant, mais ce que j'ai voulu là rajouter, c'est que peu souvent on l'a superposé au graphique du Dow Jones. Et regardez ici ce qui s'était passé, hein. C'est pas anodin, le 21, c'était l'été 2008, hein, la faillite de Lehman, on a eu une envolée verticale. Alors pour l'instant on n'a pas d'envolée verticale de cet indicateur, mais voilà, je pense que nous avons ici deux informations. Le Dow va clairement surperformer le SP, mais la lecture que j'en ai là va au-delà de ça. J'estime que ces deux marchés, SP et Dow, s'exposent cette fois-ci à une baisse beaucoup plus importante que celle qu'on a pu avoir en janvier 2014 ou encore celle qui avait duré une semaine ici, la première semaine du mois d'août, peut-être davantage quelque chose qu'on avait connu en juillet 2011 sur ce marché action US, et c'est ce que je penserais ici sur cet indice tant qu'il restera donc dans ce biseau ascendant. Donc voilà pour le Dow, le SP500 c'est exactement la même chose, mais je parlerai davantage d'un graphique de court terme tout à l'heure. Avant de quitter ces graphiques en données hebdomadaires, laissez-moi vous montrer celui qui finalement me préoccupe un peu le plus à moyen terme, c'est le graphique du DAX en données hebdomadaires. Le DAX en fait, qu'est-ce qu'il fait finalement depuis novembre 2013 ? Alors déjà, le DAX ne monte plus depuis, alors j'exagère en disant novembre 2013, mais disons depuis le début de l'année, le DAX n'a pas monté. Donc nous sommes dans une phase latérale, très longue, entre 9000 et 10 000, et pour un ensemble de raisons qui vont au-delà de la simple identification de ce trading range, je pense que c'est probablement une phase de transition entre cette grande phase ascendante qu'on a eue entre les 5000 et les 10 077 points et la suite des événements. Donc à court terme, les convictions, enfin à court terme même pour les prochaines semaines, et je pense sur octobre, mois d'octobre, vraiment pour les actions, je ne m'attends à rien de bon. Alors déjà ici sur ce graphique en données hebdomadaires, je vous remontre à nouveau cette moyenne mobile à 30 semaines. J'avais déjà observé quelque chose de nouveau depuis 2012, elle est plate, mais pas que sur le DAX, elle est plate sur l'Eurostock 50, sur le CAC, sur le MIB, sur l'IBEX, plein d'indices. Le marché a tenté de la reprendre dans le rebond technique qui a duré jusqu'au 30 août. Et puis on a calé et la semaine dernière en clôture hebdomadaire, le marché a rebasculé dessous. Donc j'estime que ce marché va rejoindre courant octobre, probablement deuxième ou troisième semaine, et on repassera tout à l'heure sur des graphiques en données journaliers, c'est un peu l'indicateur Ishimoku qui m'aide cette fois-ci dans le timing, les 9000 points. Ce sera donc le quatrième test des 9000 points. Les probabilités diminuent clairement pour avoir à nouveau un scénario de marteau en fait, comme on avait pu avoir ici en décembre, en mars ou en août. En clair, repasser une quatrième fois à l'achat sur ce support des 9000 points, on n'y est pas encore, on n'est pas encore dessus, mais là, je vais sérieusement commencer à me méfier de par exemple, ce positionnement vis-à-vis de la MM 30 semaines qui est complètement nouveau sur le DAX. Alors, je ne m'alerterais pas autant si je n'avais pas exactement le même type d'indicateur sur d'autres marchés. Donc cette fois-ci, ici, je vous ai préparé une superposition du DAX et du CAC.
toujours en données hebdomadaires, toujours donc avec ces bougies japonaises hebdomadaires et le positionnement vis-à-vis de la MM 30 semaines, qui elle est plate donc sur ces deux marchés. Le CAC a mieux performé que le DAX la semaine dernière, cependant ce n'est pas un facteur favorable au marché action. Tout à l'heure je vous ai parlé du ratio Dow Jones SP500. Lorsque celui-ci donne des pré-signaux haussiers, c'est plutôt défavorable au marché action. Mais lorsque le ratio CAC-DAX prend une orientation haussière, ça n'a rien de favorable. Le contraire eût été différent. Mais là, clairement, voir le DAX casser un support et le CAC ne pas encore l'avoir fait, ça laisse plutôt penser que le CAC va le faire. Et peut-être d'ici la fin de la semaine, sachant que c'est une semaine importante, on le sait, et vous le savez, jeudi, donc décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, et vendredi, le traditionnel rapport sur l'emploi de notre agricole aux États-Unis, le rapport NFP, pour lequel nous avons déjà ouvert dans le forum le concours. Donc laissez déjà votre anticipation de création d'emplois aux États-Unis. Donc voilà pour ces marchés. Je pourrais vous en montrer d'autres. J'ai exactement la même lecture du MIB et de l'IBEX. J'aime bien moi rassembler les marchés par zone géographique. Je viens de vous montrer le CAC et le DAX superposés. Maintenant vous avez l'ITA 40 et le SP35 superposés. Et ensuite je vais vous parler de l'indice suisse. Alors je ne me suis pas intéressé à ce qui compose cet indice SMI. Je fais essentiellement de l'analyse technique et je pense que l'indice SMI, il y a des choses intéressantes en termes de timing pour des stratégies de vente qui pourraient en fait... l'idée, est-ce que c'est du court ou moyen terme? Je conçois cette stratégie sur le mois d'octobre. Alors 4 semaines, qu'est-ce que c'est? Du court, du moyen terme, peu importe. En tout cas, c'est du swing, je pense, au moins. Donc, l'ITA 40, l'IBEX, bien sûr, l'ITA 40 sous-performe. Lui, il se retrouve déjà donc sous cette MM 30 semaines. L'IBEX est un peu au-dessus. Dans tous les cas, nous avons sur le SP35, donc notre CFD qui représente la variation de l'indice espagnol IBEX 35, une possibilité de double top majeur sous les 11 240 points. C'est une configuration qu'on retrouve sur l'Eurostoxx 50 avec là aussi une possibilité de double top. Et c'est ce que je fais craindre tant que nous nous maintenons sous les 3330 points. Donc, en tout cas, prudence. Prudence pourquoi? Parce que si par exemple vous avez l'habitude, et peut-être à juste titre, puisque les supports généralement génèrent des rebonds, je pense que cette fois-ci, des supports pourraient être cassés. Donc voilà, j'expose des arguments, vous êtes libre de vos décisions de trading, mais méfiance sur la capacité des niveaux de support à créer des rebonds et derrière à entrevoir des cassures de résistance. Donc voilà pour ces graphiques de long terme. Le dernier que je souhaite vous montrer, et ensuite on passe sur du graphique journalier et intraday pour répondre plus spécifiquement à vos questions. Je vous remontre ici ce graphique du WTI. C'est un graphique en fait en données hebdomadaires que j'utilise depuis, je pense, mon arrivée donc chez FXEC MDLIFX France. Je m'intéresse au ratio de retracement de toute la chute du cours du pétrole en 2008. Le marché du pétrole n'est plus du tout directionnel à long terme depuis maintenant 4 ans. Et je trouve que ces ratios fonctionnent bien. Ils sont au nombre de 3, 105 $. Au-dessus de 105, ce ne sont que des excès. Le dernier en date d'ailleurs n'a duré que 2 semaines. Le niveau central 91,70 qui tient. Alors, ça a pris du temps, mais ça tient. Et donc, si jamais les 91,70 avaient cassé, c'était la chute en direction des 79. Mais, pour l'instant, eh bien, nous avons un niveau horizontal qui a tenu. Je ne sais pas encore exactement ce qui va se passer. Je vais tout à l'heure vous parler de graphiques en données journalières. Mais je vais vous montrer ici un dernier ratio que vous pouvez construire vous-même sur la plateforme. Donc je vous ai donné les liens dans la file commentaire. Il s'agit du ratio WTI Brent. Et je sais une chose, en tout cas selon cet indicateur, c'est que le WTI fera mieux que le Brent, encore. Maintenant, est-ce qu'il va baisser moins vite? Est-ce que lui va rebondir, l'autre ne rien faire? Ou est-ce que les deux vont rebondir et le WTI plus fortement? Là, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, pour des stratégies d'achat, c'est le WTI. Et puis pour des stratégies de vente, c'est le Brent. Voilà donc ces trois courbes de force relative que je souhaitais vous montrer. Alors maintenant, un mot sur l'indice SMI. Vous avez une analyse sur le site. Cette disposition graphique, elle est disponible donc dans la section plateforme de trading du forum. Donc le libellé du fichier, c'est l'horizon de temps 29/09/2014 sur le forum, donc au moins c'est clair.
Vous pouvez donc le télécharger. Maintenant, on va passer sur un horizon de temps inférieur pour envisager la suite des événements et donc essayer de répondre justement à cette question: quel est le statut des 1,2660? Est-ce que sur l'euro-dollar, c'est un 26,60 $, un peu un statut différent, ou est-ce que comme tous les précédents niveaux, il va être enfoncé? Eh bien, pour le moment, on peut y croire. Alors, y croire, c'est vrai que lorsque j'ai vu l'euro-dollar faire un chandelier qui s'apparentait à un marteau sur la 27,50, j'ai voulu y croire, finalement non. Bon, 1,2660, on en a parlé tout à l'heure, c'est un niveau qui a une vraie existence chartiste horizontale, et surtout, je vous invite à vous intéresser à nouveau à cette séance du 7 septembre 2012. Le 7 septembre 2012, c'est une séance où l'euro-dollar s'était enflammé à la hausse. C'est une séance où l'euro-dollar avait gagné 200 pips et avait fait une cassure haussière majeure. C'est d'ailleurs suite à cette cassure haussière du 7 septembre 2012 que l'euro-dollar avait rejoint les 1,40 $. Voilà que le marché se retrouve à nouveau au contact de ce niveau horizontal. Quel serait un signal? Parce que pour l'instant nous ne l'avons pas, hormis le niveau horizontal qu'on peut parfaitement jouer avec un stop en dessous. Quel serait le signal? Comme d'habitude, lorsqu'on rebondit sur un support, la confirmation vient de la cassure d'une résistance, et on pourra vraiment se montrer confiant pour un rebond technique en direction des 1,30 si l'euro-dollar réalise une cassure haussière des 1,2750, ce fameux niveau. Mais en dessous, il est encore probable que 1,2750 soit vendu par le marché. On peut rebondir et 1,2750 ça bloque et c'est revendu. Donc je n'en sais rien, mais bon, j'ai encore ce biais là favorable. Mais je ne suis pas devin. En tout cas pour l'action des prix à court terme, depuis un 27,60, aller chercher un 27,50, peut-être un peu le minimum légal. Alors en passant, je me suis un peu emballé là, mais les chiffres sont tombés. Donc je vais tout de suite aller en prendre connaissance. Et ce sont des chiffres conformes aux attentes. Ce sont des chiffres conformes aux attentes. Donc qu'il s'agisse des revenus des ménages, dépenses de consommation, l'indice des prix PCE. Donc ce sont des chiffres conformes. Et voilà. Je pense qu'à très court terme, depuis les 1,2660, on peut aller chercher donc ces 27,50. Par contre, si on casse 27,60, on pourra donc aller chercher ce que j'estime être des obstacles quand même difficilement franchissables. 1,30 donc en plus on a vu que ce sont des résistances sur l'Ichimoku de long terme. Donc voilà, en données journalières sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, bon, voilà, nous avons donc cette cassure haussière des 11 009. Disons que là nous avons quand même un chandelier cette fois-ci mais bon, la séance n'est pas terminée, donc voilà, vous connaissez le topo, pour l'instant ça respire. Disons que réintégrer les 11 009, cela signifierait que l'eurodoll franchirait un 27,50. Il y a quelque chose d'assez limpide. Si on tient les 11 000 et que ça relance à la hausse, c'est comme si l'euro-dollar allait chercher un 27,50 et rebaisse. Par contre, on réintègre ce niveau. Je pense que là, on pourra vraiment croire à une reprise de l'eurodoll en direction des 1,29 et des 1,30. On revient sur 11 000, on rebondit, l'eurodoll échoue sur un 27,50, on repart pour de nouveau plus bas. Voilà, en tout cas, un 26,60, c'est quelque chose qui n'est pas rien et qui permet au moins dans un premier temps de revenir chercher, je pense, cette résistance des 1,2750 $. Alors, maintenant je vais vous reparler à nouveau des cours du WTI et donc du Brent. Alors forcément, tout à l'heure je vous ai montré un ratio avec comme un drapeau haussier sur le WTI Brent. Là, il suffit de regarder le graphique du WTI et du Brent pour voir la différence. Il y en a un qui a été capable de rebondir d'à peu près 3 $ depuis son niveau de support, donc celui-ci. L'autre est posé dessus. J'ai ce sentiment cette fois-ci que le WTI peut rejoindre 95 et probablement, voilà, aux alentours des 96, 96, 50. Alors, si vous avez mis en place la stratégie d'achat des 91, 70, je pense que vous pouvez tenir
soit en conservant le stop initial, soit en le remontant sous 92 pour envisager une reprise en direction de 95 et de 96 $. On va dire que 96 représente, je pense, là un bel objectif donc pour ce marché. Alors le marché action US il n'est pas ouvert. Tout à l'heure je vous ai montré des graphiques de long terme qui m'inquiètent. Maintenant je vous montre un graphique du Dow Jones en données journalières. On a d'abord fait une structure en chandelier japonais en étoile du soir. Donc c'est cette configuration qui rassemble 3 chandeliers. En fait c'est plutôt pas mal parce qu'on avait donc des sommets historiques à 17 150. On casse à la hausse 17 150 mais en fait 17 150 isole une structure en étoile du soir. Donc ce sont ces 3 chandeliers là. Donc je pense que c'est très négatif, qu'à court terme 17 150 est à nouveau une résistance et que le support à 16 956 sera cassé. On peut peut-être même envisager une structure en épaule, tête-épaule, avec une ligne de coup à 16 956. En tout cas, je ne suis pas acheteur, et ce n'est qu'un conseil à titre indicatif, des niveaux de support immédiat des indices, car je pense qu'ils vont casser. Le SP500, lui, est dans une situation à peu près similaire, sauf que cette fois-ci, attention, nous avons eu depuis novembre 2012 des belles réactions à chaque fois, donc on terminait par un marteau hebdomadaire sur le SP500, toujours au contact d'ailleurs de cette ligne de tendance en place depuis l'automne 2012. Cette fois-ci, je pense qu'elle va céder. Et donc ce qui va renvoyer le SP500 d'ici la mi-octobre en direction des 1900 points. 1900 points, si ce niveau des 1900 points est cassé, eh bien c'est 1800. Et donc voilà, et ça ce sont des cibles que je vais essayer de vous rassembler donc dans un article probablement demain matin, avec donc ce que j'appellerai les objectifs baissiers de la correction d'octobre 2014. Donc voilà pour ces marchés. Maintenant laissez-moi vous remontrer le CAC et le DAX en données journalières pour zoomer un peu davantage. Et cette fois-ci j'utiliserai donc l'indicateur technique Ishimoku sous contrôle de Karen Pelwal qui m'en avait donc parlé la semaine dernière. Revenons donc sur ce qu'on appelle ici un twist, ce croisement ici donc entre SSB et SSA. Un niveau de faiblesse ici dans le nuage. Nous nous situons aux alentours du 7 octobre, donc nous sommes en fait davantage sur le début de la semaine prochaine. Et il est vrai que tant qu'on se maintient sous 4430, mais même tant qu'on se maintient sous 4500, parce qu'on peut faire un triple top, eh bien on a là une fenêtre, une grande ouverte qui ferait baisser ce marché. Donc c'est un des arguments que je rassemble là qui permettent d'anticiper quelque chose d'assez négatif au mois d'octobre. Nous avons donc cet élément là. D'ici là on peut ranger. Si vous regardez les séances du CAC depuis le 23 octobre, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte, ça peut durer, ça baisse, ça remonte, ça baisse, ça remonte, mais à la fin ça baissera. Le DAX est plus faible que le CAC, ça vous le savez, à court terme. Je vais vous remontrer ici l'Ishimoku, où il semble que cet indice n'attende pas justement ce fameux twist. Mais aujourd'hui le DAX casse, si le marché devait clôturer maintenant, là, on casse un support. On casse 9480. Donc nous avons là actuellement en cours de clôture jour, mais nous n'avons pas encore la clôture jour, un signal de vente sur le DAX qui permet de viser peut-être d'ici demain 9300, enfin en tout cas cette semaine. Bon, on n'a pas clôturé, ce soir on peut terminer avec une grande mèche basse, mais en tout cas voilà, notre conseil qui a été de dire n'achetez pas 9480, et bien là nous avons donc eu raison sur cette anticipation. Et enfin un autre indice, alors vous allez peut-être trouver ça étonnant parce qu'il est plus fort que les autres, donc au fond pourquoi shorter un indice plus fort que les autres, sauf si on anticipe la fin de cette surperformance. Donc il faut être prudent. Cependant je me suis concentré sur cet indice suisse, donc l'indice SMI, donc c'est notre CFD SUI 30.
Nous avons ici une configuration en biseau ascendant sur ce graphique de long terme. Donc c'est une figure d'essoufflement. J'ai un certain nombre d'indicateurs ici qui sont sous résistance. Vous avez l'article sur le site. Et lorsque je repasse en données journalières, eh bien, je propose donc une stratégie qui est celle en fait d'anticiper la cassure d'un niveau de support à 8723 points, de se protéger à l'aide d'un stop de protection au-dessus de la mèche haute de cette étoile filante du 19 septembre, et de viser tout simplement les ratios de retracement de cette jambe de hausse. Donc ça fait un première cible, je dirais, à 8005, mais je pense qu'on peut rejoindre les 8450. Et voilà, donc idéalement, la première résistance à vendre, ce sont les 8810, protégés par un stop au-dessus de 8893, en visant donc ces différents ratios ici de retracement sur l'indice SUI 30. En tout cas, voilà comment l'analyse que je peux vous livrer sur ce marché. Et enfin, l'indice Eurostoxx 50 qui ne m'intéresse pas pour le trading, mais plutôt pour l'analyse, lui aussi, plus que jamais, me semble exposé à une chute au mois d'octobre, depuis donc cette étoile filante du 19 septembre. Et en fait, on peut parfaitement revenir chercher les plus bas ici du début du mois d'août, avec à nouveau ici ce twist ici, donc qui nous intéresse, je dirais, à partir du début de la semaine prochaine, ici donc sur le Eurostoxx 50. Donc voilà pour ces marchés. Le yen. Qu'en est-il du yen japonais? Alors, je vais pour cela vous montrer l'indice devise, yen index. Cette disposition graphique, elle est aussi sur le forum si elle vous intéresse, hein. Donc l'indice devise yen. Alors le yen, c'est un peu plus compliqué parce que au Japon, il y a deux institutions qui s'affrontent, la banque centrale qui est indépendante et le gouvernement. Ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement s'est un peu alarmé de la rapidité avec laquelle le yen a chuté depuis le début du mois de septembre. Mais en même temps, la banque centrale s'alarme du fait que la croissance des prix qui devenait satisfaisante sur le premier semestre commence déjà donc à faiblir. Le yen, lui, il est sous pression. Il tient difficilement, mais il arrive à tenir ses plus bas annuels ici sur l'indice devise. Et puis là, donc il fait un flat. Je pense que malgré tout, tant que on se maintient sur cet indice sous ce niveau-là, il y a des risques de cassure baissière. Dans le meilleur des cas, nous pourrions avoir simplement un gros range de ce marché, à nouveau comme on a eu au premier semestre, si par exemple la version au risque devenait générale sur le marché action. Donc c'est là où c'est un peu plus compliqué de statuer. Le dollar néo-zélandais, vous avez sous les yeux donc le kiwi index, c'est la chute libre du kiwi, ce qui a expliqué et ce qui a permis le succès total de notre stratégie AUD-NZD, mais encore celle du GBP-NZD, paire de devises qui avait été mise en avant comme étant la meilleure façon de jouer la force de la livre sterling. Alors maintenant, je n'y échapperai pas, le niveau dont j'avais parlé sur le GBP USD à 1,6280 n'a finalement pas fonctionné. Alors bon, j'ai quand même évoqué un certain nombre de paires en livre sterling avec des stratégies qui ont été un succès, notamment le GBP AUD, aussi le GBP NZD, GBP Yen. Mais le GBP USD c'est donc un échec, alors je vais l'assumer et vous montrer le graphique. Car je n'abandonne pas. Je pense toujours, même si 1,6280 c'était peut-être trop facile, j'ai le sentiment que le GBP USD peut lui aussi se reprendre. 1,6280 n'a pas fonctionné, alors je ne sais pas comment vous vous positionnez vis-à-vis de cette paire de devises, est-ce que vous cherchez encore des achats, etc. Et ce qui est certain, c'est que plus que jamais, alors qu'on peut voir venir cette fois-ci une respiration légitime du dollar US, je ne chercherai des ventes. Sauf que pour le moment, 1,6280, le point n'était pas bon, ok. Mais attention, j'ai toujours parlé d'une zone d'accumulation haussière entre les 1,60 et les 1,6280, c'est ce que je vois comme pour vous donner une image, un gros socle en béton armé, une grosse pierre, et voilà, au-dessus duquel on peut planter des choses qui vont monter. Bon, je la vois toujours comme ça. Donc par contre la partie haute là, elle n'a pas tenu. Alors,
en fait, ce que je pense du GBP USD, c'est qu'on a eu une première jambe de hausse entre le 10 septembre et le 19 septembre. On la retrace. Donc on la retrace. Le marché, pour l'instant, tente de tenir les 61,8. C'est en fait un 62,30. Un 62,30, c'est la partie basse des corps de tous ces chandeliers. Pour vraiment que ça relance, de toute façon, il fallait, et il faut toujours, franchir à la hausse 1,6350. Mais voilà, moi le GBP USD, il continue de m'intéresser. Peut-être que des achats peuvent être protégés maintenant avec des stops sous 62,20, 62,30. J'aimerais rapidement revoir les 62,80 franchis à la hausse. Et puis derrière 63,50 et peut-être de meilleures perspectives. Donc, je pense toujours que cette paire de devises peut se reprendre, rester forte, notamment donc au mois d'octobre. Et donc ça peut correspondre à un euro-dollar qui, donc en effet, semble déjà aller chercher les 1,2750. Donc voilà, on voit que les 1,2660 ce n'est pas n'importe quoi. Et bon, derrière, par contre, il va falloir les casser à la hausse pour envisager de meilleures perspectives. Attention, si notre CFD Dow Jones FXM Dollar Index devait clôturer à l'heure actuelle, nous pourrions dire étoile filante sur le Dow Jones FXM Dollar Index. Sauf que la clôture n'est pas là. Mais je pense que là, il y a des risques quand même que la cassure haussière de vendredi soit en fait réintégrée. Donc, à court terme et pour la première quinzaine du mois d'octobre, je pense qu'il faut chercher des ventes sur l'USD index et donc des achats sur Eurodollar, mais aussi le GBP USD. Donc voilà. Alors, écoutez, je pense avoir exposé plus ou moins mes points de vue. Le WTI, attention, le WTI, ça peut donc être intéressant. Mais je pense que là, il fallait y être quand nous en avons parlé. Donc c'était mi-septembre, lorsque on a eu deux tests des 80-70. Après, voilà, c'est pas non plus hyper dynamique. Ce que je sais par contre, c'est que le WTI fera mieux que le Brent. Et maintenant, je vais répondre à vos questions depuis donc la file commentaires. Alors visiteur, comment fait-on pour ajouter un indicateur sur la plateforme de trading? Donc c'est tout simple, lorsque vous êtes ici sur votre graphique de l'euro-dollar, vous avez un bouton ici qui s'appelle ajouter indicateur. Vous cliquez dessus et vous avez donc toute la liste des indicateurs par défaut. Et en bas à gauche, vous avez un bouton importer. Vous cliquez sur importer et ça va venir explorer le disque dur de votre PC. Et c'est dans vos documents que vous avez enregistré un indicateur. Alors, je vous ai donné le lien tout à l'heure pour enregistrer sur votre PC l'indicateur ratio. Une fois que c'est fait, vous allez le chercher dans vos documents via le bouton importer. Vous faites OK et après il sera disponible dans la liste des indicateurs. Alors la UD USD. Donc nous allons en parler tout de suite. Alors la UD USD réalise une mèche basse intéressante là à proximité, on le sait, de ses plus bas annuels, hein, tout simplement. Donc bon, je pense que là il ne faut pas trop se casser la tête. On a un mouvement général qui concerne les paires en dollars, car aujourd'hui ce qui importe c'est un dollar US qui commence là sérieusement à vouloir respirer. Je pense que la clôture jour, elle sera vraiment importante, comme évoqué d'ailleurs la semaine dernière, hein, pour tout le mois d'octobre en fait. Donc j'ai hâte de voir quelle tête aura le chandelier à la fin de la journée, sachant qu'il peut se terminer d'une manière complètement différente que maintenant. Mais voilà, imaginez que là on fixe le marché, que j'arrête là la cotation et que j'estime que ce soit la cotation jour terminée, on aurait une étoile filante. Donc ça appelle à au moins la même baisse demain. Mais attention, nous avons donc ce niveau ici à 11 009 points qui peut être acheté par le marché. Donc voilà, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas envie de l'acheter. Et en fait, si je vois à peu près les niveaux, j'en citerai 3 qui marchent un peu ensemble. 1,2750 sur l'eurodoll, 1,6280 comme les résistances et les 11 000 points du Dow Jones FXM Dollar Index. Si les deux premiers restent résistance et que le dernier reste support, rien ne change.
si 27,50 et 62,80 sont franchis à la hausse et que 11 000 est réintégré, là ça change les choses. C'est une rupture par rapport à ce qui est en place depuis le 1er juillet. Pour le moment, ce n'est pas fait. Alors je n'ai pas d'analyse sur le prix des obligations d'État anglaises. Alors Loïc, tout dépend dans quel sens en fait vous souhaitez traiter les pétroles. Alors ça bouge du côté des indices, donc ça c'est plutôt intéressant. Regardez le DAX qui donc a cassé les 9480 et qui file tel un couteau qui tombe en direction donc des 9300 points. Prochaine cible baissière sur le DAX. Et donc le Dow Jones aujourd'hui pourrait donner un signal de vente. La cassure des 16 950 points expose énormément le Dow Jones à moyen terme. Donc, eh bien, la consigne, en tout cas mon conseil, est de ne pas acheter ces niveaux de support. Quand bien même il tiendrait encore aujourd'hui, cela ne ferait que prolonger le range. Donc je reviens sur cette stratégie sur l'indice SMI que j'aimerais voir couronner de succès, et le signal serait donné par une cassure des 8720. Là vraiment si on casse ce niveau, c'est la Bérésina donc pour les actions suisses. Probablement Albert, mais je n'ai pas poussé plus loin l'utilisation de cet indicateur pour faire une analyse à court terme. Je ne regarde que le twist. En tout cas, je peux même le retirer. Hein. Je constate qu'on casse simplement un support et que jusqu'à présent, depuis le début du mois de septembre, les acheteurs de support, ça n'a jamais été des stratégies de swing trading parce que ça tenait pas quoi. Alors pour les métaux précieux, vous avez d'une part sur le site un papier dont je vais vous donner le lien puisque je vois qu'il y a des questions. Métaux précieux, l'or et l'argent établissent des bases. Alors des bases propices à un rebond technique à court terme. Donc métaux précieux, hop, voilà. Vous avez cette analyse qui est sur le site. Donc qui est déjà assez complète. Maintenant, je pense bien que ça se stabilise. Alors vous avez le papier que vous pouvez lire. Après, bon, aujourd'hui, il n'y a pas une vol excessive sur ces deux marchés. Pas de... Voilà, vous lisez l'article. Alors, commence à partir de 2007. Alors, le NZD4 et le NZD CHF. Alors, je pense que vous avez beaucoup plus d'historique. Alors en effet, a priori, on ne doit pas en donner davantage. Donc on ne doit pas en donner davantage, tout simplement. Je vais quand même regarder sur 10 ans. En effet, non, vous avez en effet raison. On ne fournit pas davantage d'historique sur cette paire de devises. Donc la USNZD, voilà, comme envisagé jeudi et vendredi, nous étions ensemble l'après-midi, V-bottom. V-bottom c'est hyper impulsif, c'est donc ce qui s'est passé. Le V-bottom est actif depuis la clôture du 26 septembre. Donc vous voyez ici vous avez la ligne de coup qui est là, ligne de coup, on casse, on accélère. Et d'ailleurs je pense que nous avons fait en grande partie l'objectif, puisque si j'attrape la hauteur, pile poil. La target était à 1,1284. Elle a été faite en une journée. On a fait 1,1281,50. Voilà. Figure, cassure de ligne de coup. Là, l'objectif a été fait en 2 temps, 3 mouvements. Le gaz, que devient-il? Eh bien, c'est haussier. Donc c'est plutôt bien vu pour la stratégie de Nicolas Chéron qui a souhaité à de nombreuses reprises acheter le support à 3,75. Ce marché enchaîne sa 4e séance consécutive de hausse. S'attaquera bientôt à la résistance à 4,10 si elle est franchie.
eh bien nous irons plus haut. Il y a quelque chose qui est plutôt bon signe et qui m'invite à penser qu'en effet nous allons avoir une cassure haussière pour viser les 4,22. C'est que l'indicateur technique RSI, lui, est sorti par le haut d'une configuration triangulaire, ici, sur le RSI journalier du gaz naturel. Et j'ai toujours considéré les cassures de momentum comme précurseurs, donc en utilisant l'analyse chartiste, des cassures sur les prix. Donc, objectif 4,22 $ à court terme. Combien doit être le stop dans ces conditions? Alors, si vous êtes passé à la hausse, si vous avez acheté le support des 1,2660, c'est simple, c'est 20 points en dessous. Par contre, bon, le GBP. Le GBP, si cette paire de devises vous intéresse pour, je dirais, une respiration du dollar US, je mettrai le stop sous les 62,30. Donc plutôt position petit levier, toute petite comme de l'eurodoll. Vous visez un 27,50. Commencez, prenez des longs eurodoll GBP USD. Enfin, prenez, façon de parler, attention. Hein. J'envisage quelque chose. Si je devais donner un conseil en termes de stratégie de positionnement, les caractéristiques seraient les suivantes. Petit levier, petite exposition en nombre de contrats, hein, voire du mini-lot, quoi. Stop sous les plus bas, target les premières résistances, 62,80, 27,50. Éventuellement renfort en cassure jour des 62,80 et des 27,50. J'envisagerais, point de vue du capital, la situation donc de cette façon. Donc le CAC 40, il est pile poil sur les 4350. Regardez, ce sont des séances complètement inverses l'une de l'autre. Est-ce que le CAC peut nous refaire une grande verte après avoir fait... C'est ce qu'il fait depuis hier. Il y a une rouge, une verte, une rouge, une verte. Il peut faire ça combien de temps? Aucune idée. Mais moi, ce que je pense, par rapport à tous les arguments, et notamment mes graphiques de long terme exposés en début de point de marché, c'est qu'à terme, nous en sortirons par le bas. Nous verrons. Alors Nico 2010, parce que vous parlez vous de l'ouverture des marchés au comptant. Or il existe des marchés à terme. Vous connaissez probablement ce qu'on appelle les contrats futurs, qui eux ouvrent bien avant 15h30 heure de Paris, qui est l'ouverture du marché cash aux États-Unis. Donc les marchés futurs cotent déjà, et la cotation de nos contrats pour la différence sont basés sur ces marchés à terme. Donc le Dow Jones teste ce support à 16 950 points. Eh bien, prudence, car il pourrait casser cette semaine, comme les 4350 de l'indice CAC 40. Voilà, donc il est 15h05. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Ne partez pas tout de suite. À 18h, émission spéciale donc sur l'USD HKD. Donc, vous pouvez charger cette paire de devises sur la plateforme USD HKD. On va revenir sur deux choses. D'une part, notre scénario d'analyse technique basé sur des éléments monétaires. Et puis, nous reviendrons aussi sur une déstabilisation actuelle à Hong Kong. Quels en sont les tenants et les aboutissants? La réponse tout à l'heure à 18h ici même. Et en ce qui me concerne, je vous retrouve demain à 11h pour le morning meeting, puisque demain après-midi, Nicolas Chéron animera avec Nicolas Lavallée un point de marché basé sur les fourchettes d'Andrews. Merci à tous et à demain.